Cette session proposée par le Point de contact national ERC est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Starting Grant 2027. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche fondamentale de plus haut niveau en Europe. Sous le 9e programme cadre, Horizon Europe, couvrant la période 2021-2027, il reste positionné au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget est d'environ 17% du budget global, ce qui correspond à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC continuent à progresser jusqu'à la fin de Horizon Europe en 2027. Les bourses ERC sont ouvertes aux chercheurs ayant une institution d'accueil située dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. À noter que les chercheurs déposant avec une institution d'accueil au Royaume-Uni ou en Suisse sont désormais éligibles puisque ces pays sont maintenant associés au programme. Ce budget permet de financer chaque année plus de 450 lauréats starting avec un taux de succès autour de 13%. La description détaillée des appels est disponible dans le programme de travail qui apparaît chaque année, en général courant juillet. C'est ce document qui fait référence. Les appels ERC sont maintenant bien en place avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Depuis 2026, plusieurs modifications ont été apportées sur la structure du dossier et l'articulation entre les différentes parties. Nous y reviendrons par la suite. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2027, l'agence exécutive de l'ERC indique un calendrier provisoire pour l'appel ERC Starting Grant avec une ouverture le 22 juillet et une date limite de dépôt le 14 octobre 2026. Donnons ici quelques éléments clés pour comprendre les spécificités d'un projet ERC. Un projet ERC, c'est une grande question avec une manière personnelle d'y répondre. Il est demandé de prendre de la hauteur par rapport à l'état de l'art, de se positionner par rapport à celui-ci, c'est-à-dire de montrer son indépendance en matière de réflexion scientifique, mais aussi sa crédibilité et de proposer une question de recherche centrale et innovante, dans le sens de nouvelle. C'est en cela qu'on dit qu'un projet ERC doit permettre d'aller au-delà des connaissances actuelles. C'est vous qui définissez votre projet ERC. L'ERC est ouvert à toutes les disciplines et tous les sujets de recherche. Ce qui est important, c'est la dimension de la question scientifique posée, qui doit être en rupture par rapport à l'état de l'art, ambitieuse. Les montants accordés dans le cadre des bourses ERC, conséquents, garantissent aux lauréats une autonomie financière très importante qui leur permet de mener des programmes de recherche sur une durée de 5 ans dans le cadre des ERC Starting Grant. Ce financement va vous permettre, par exemple, de monter une équipe autour de vous, ce qui signifie que vous êtes l'investigateur principal au centre du projet. Ce qui signifie également que cette bourse attachée à la personne du PI, qu'il est possible de partir à tout moment dans une autre institution ou un État membre associé à la bourse ERC. C'est le principe de la portabilité. Le seul critère d'évaluation, c'est l'excellence scientifique. Cette excellence repose en priorité sur la portée de la question scientifique exposée, mais également sur la crédibilité du ou de la PI à porter le projet et dont le profil doit être en adéquation avec la question scientifique. Une autre spécificité de l'ERC, c'est que l'évaluation scientifique est faite par des pairs, donc uniquement par des scientifiques européens et internationaux. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories appelées panels qui sont actuellement au nombre de 28 depuis le Work Programme 2024. En rouge, les changements, additions et précisions apportés par le Work Programme 2024 sont mentionnés, alors que le Work Programme 2025
à apporter des changements sur les mots-clés du panel PE6. Pour permettre aux candidats de bien choisir leur panel, l'ERC fournit aussi une description plus précise des thématiques par mots-clés couvertes par chaque panel, comme cela est par exemple illustré ici pour le panel PE9. Plus spécifiquement, les starting grants s'adressent à des jeunes chercheurs qui présentent un parcours scientifique prometteur. En particulier, pour les starting grants, pour être compétitif, un ou une candidate doit avoir déjà démontré sa capacité à conduire des recherches de manière indépendante. Cela se traduit, par exemple, par la publication d'au moins un article scientifique majeur en tant qu'auteur principal ou sans la participation de son ou sa directrice de thèse. Au-delà du parcours du candidat, l'ERC attend surtout un projet de recherche ambitieux à la frontière des connaissances, ce qui constitue la marque de fabrique de ces financements. Ce projet doit permettre au lauréat de développer son propre programme de recherche, mais aussi de constituer ou de consolider une équipe autour de lui. Le montant de la bourse peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros, auquel peut s'ajouter une enveloppe complémentaire d'1 million d'euros qui peut être demandée pour des motifs qui devront être dûment justifiés. Cette enveloppe complémentaire peut aller jusqu'à 2 millions d'euros pour des chercheurs établis dans un État tiers et qui souhaitent s'installer dans un État membre ou un État pays associé dans le cadre de l'ERC. L'appel ERC Starting Grant s'adresse aux jeunes chercheurs qui se situent entre 0 et 10 ans après la date de soutenance réussie de leur première thèse. Pour l'appel 2027, les candidats éligibles à l'appel Starting doivent avoir soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026. Plus précisément, il faut avoir soutenu avant le 14 octobre 2026 la deadline de l'appel. À noter que les modalités spécifiques sont détaillées dans le guide du candidat concernant les équivalences ou prises en compte pour les thèses d'exercice professionnel. Sous certaines conditions, des extensions de la fenêtre d'éligibilité peuvent être accordées. Ces conditions, listées ici, sont bien identifiées dans la section sur les critères d'admissibilité et d'éligibilité du programme de travail. On rappelle ici qu'elles doivent avoir eu lieu avant la date limite de dépôt des candidatures. Le candidat doit apporter les justificatifs qui seront inclus lors de la soumission de la proposition. Le programme de travail 2026 vient ajouter la mention congé parental en plus de congé maternité et paternité, ainsi qu'un nouveau critère d'extension pour les candidats victimes de violences ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 90 jours. Plusieurs obligations s'appliquent également au PI lauréat d'un ERC. Il s'engage à passer au moins 50% de son temps sur le territoire d'un État membre ou d'un pays associé. Il doit aussi consacrer un minimum de son temps de travail à son projet ERC. Celui-ci est d'au moins 50% pour la catégorie Starting Grant. Ce temps d'implication doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période de 5 ans. Le candidat doit également être soutenu par une institution d'accueil qui s'engage sur toute la durée du projet, en principe en tant qu'employeur. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'être en poste ou recruté par cette entité au moment de la candidature, mais elle doit fournir une lettre d'engagement qui sera à soumettre obligatoirement en annexe de la proposition. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie, mais surtout si l'idée que vous voulez mettre en œuvre sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment. Et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le relire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter, mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience acquise et sur vos rapports d'évaluation
pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et les processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. L'ensemble du dossier contenant la partie administrative et les parties scientifiques est soumis en une fois avant la deadline, mais l'évaluation, elle, a lieu en plusieurs étapes. Après une première phase de vérification de l'éligibilité et admissibilité par les membres de l'ERCEA, le projet est transmis au panel pour l'évaluation scientifique. En première étape d'évaluation, seule la partie B1 est évaluée par les membres de panel et par des membres externes à distance. Un maximum de 44 projets par panel sont alors retenus pour passer en étape 2. Lors de la deuxième étape sont évaluées les parties B1 et B2 par des membres de panel, mais aussi par des évaluateurs externes. Il s'agit de 5 à 8 experts de votre domaine qui vont rendre leur rapport et pouvoir faire remonter leurs questions. La deuxième étape est composée aussi d'une audition qui, pour les bourses individuelles, ont lieu à distance. À l'issue de l'étape 2, les projets sont classés A non financé, A sous réserve de budget suffisant, A non financé ou B. Nous allons maintenant entrer un peu plus en détail dans chaque étape d'évaluation. Un point commun à ces deux étapes est qu'elles reposent toutes deux, avant tout, sur ce qu'on appelle les panels, qui ont un rôle central. Ces panels sont au nombre de 28 et ils correspondent aux champs disciplinaires listés en haut. Chaque panel est constitué d'environ 15 membres qui sont tous des scientifiques dont l'expertise couvre la variété des thématiques du panel. Le panel est donc relativement multidisciplinaire. Ses membres siègent par ailleurs tous les 2 ans, moyennant un renouvellement d'un tiers à chaque fois. Et leur composition est rendue publique une fois l'appel terminé, ce qui permet de disposer, en amont de l'appel, d'une idée relativement précise de la composition d'un panel. Le panel a un rôle central dans l'évaluation, et c'est notamment sur lui que repose une grande partie de la première étape de sélection. Il ne dispose à ce stade que de la partie B1 comprenant l'abstract, la partie 1 scientifique et le CV Track Record. La partie B1 est examinée en détail par un maximum de 3 évaluateurs. Il s'agit principalement de membres du panel, mais celui-ci peut également s'appuyer sur des évaluations d'experts externes à distance. À ce stade, les experts externes adoptent une approche généraliste et apprécient avant tout l'excellence du chercheur et le caractère novateur et ambitieux du projet. Un rapporteur est désigné, puis la sélection est faite en réunion plénière après discussion sur l'ensemble des projets soumis sur ce panel. Les projets retenus passent ensuite en seconde étape avec 3 grandes différences par rapport à l'étape 1. Tout d'abord, les évaluateurs disposent encore de la partie B1, mais aussi de la partie B2 avec la partie 2 scientifique, qui est une description scientifique beaucoup plus détaillée de la méthodologie du projet. Deuxièmement, des experts évaluateurs extérieurs sont sollicités, spécialistes de votre domaine, et ils rédigent un rapport qui sera transmis au panel. Enfin, les candidats sont auditionnés par le panel qui, seul, décide du classement final en s'appuyant sur les rapports des évaluateurs extérieurs, mais aussi et surtout sur l'audition et sur les discussions internes entre membres de panel. Cette phase d'audition permet au candidat de défendre son projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre dès l'année suivante. Les candidats passés en seconde étape, quelle que soit leur note, A ou B, peuvent resoumettre dès l'année suivante, ainsi que les candidats notés A non invités à l'issue de la première étape d'évaluation. Par contre, les candidats ayant obtenu la note B ou C à l'issue de la première étape d'évaluation doivent attendre respectivement 1 ou 2 ans avant de resoumettre une candidature. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs
sont fournis dans les programmes de travail. Ils viennent aussi expliciter les attendus de chaque partie du dossier. Le premier critère est celui de la rupture et de l'ambition du projet. Il va être évalué de manière différenciée entre les deux étapes. En étape 1 et 2, et sur la base du B1 du projet, il s'agit d'évaluer l'importance de la question scientifique ainsi que le caractère ambitieux des objectifs du projet et comment ils vont faire avancer l'état de l'art pour mieux aller aux frontières de la connaissance. L'approche globale scientifique adoptée sera elle aussi évaluée sur la base d'une explication suffisamment précise de celle-ci. L'enjeu est de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà d'état de l'art, et d'apporter des premiers éléments quant à l'approche envisagée. Pour ce critère de la rupture et de l'ambition du projet, certaines questions sont spécifiques à l'étape 2 d'évaluation et seront évaluées sur la base de la B2 par les membres de panel, mais aussi les évaluateurs externes. Il s'agit d'évaluer d'une part la cohérence de la méthodologie de recherche et du plan de travail pour remplir les objectifs et d'autre part l'adéquation et la justification des ressources allouées pour mener le projet. Vient ensuite le critère lié à l'évaluation du candidat, dont les questions sont les mêmes en première et deuxième étape d'évaluation, à savoir sa capacité à mener un tel projet, l'adéquation entre son expertise scientifique et la proposition, ainsi que des premiers éléments montrant la capacité du candidat à développer une pensée créative et innovante. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris les principes de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de deux types d'éléments, à savoir les documents administratifs et les annexes justificatives, ici en vert, et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2 déjà évoquées, ici en orange. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet et au candidat, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés, qu'il faut par ailleurs choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. Un point d'attention sur les questions éthiques. Vous devrez remplir un questionnaire afin d'identifier les éventuelles questions éthiques qui concerneraient votre projet. Dans Horizon Europe, seuls les projets soulevant les questions éthiques sérieuses et ou complexes feront l'objet d'un suivi particulier par l'ERC, avec des livrables identifiés dans la convention de subvention. Pour les autres projets, le respect des réglementations éthiques européennes et nationales relève de la responsabilité du PI et de l'institution d'accueil et ne sera contrôlé que lors d'audits. Les conventions de subvention ne sont signées par l'ERC qu'après visa sur les questions éthiques. Il faut donc vous assurer dès la conception de votre projet que celles-ci pourront être traitées au sein de votre institution. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous forme PDF. Il s'agit d'abord de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée. Donc ne vous y prenez pas trop tard. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Il est donc totalement inutile d'y glisser des documents scientifiques avec l'espoir que cela augmentera les chances de succès de votre dossier. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et contactez-les le plus tôt possible. Pour la partie B1, seule prise en compte en étape 1 de l'évaluation, il faut bien avoir conscience qu'elle sera évaluée par un panel assez large et donc potentiellement non spécialiste de votre thématique. Elle peut également être évaluée par des experts externes à distance. Elle débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet.
Ensuite vient la partie 1, scientifique, qui présente le projet de recherche envisagé. Sur 5 pages, elle doit exposer l'état des connaissances, expliquer la question scientifique et les objectifs du projet, et présenter l'approche générale ou la stratégie de recherche pour atteindre les objectifs du projet. La partie B1 doit convaincre le panel d'évaluation que la proposition présentée a une idée originale et créative répondant à une question importante dans les domaines de recherche. Elle doit expliquer comment le projet fera progresser les frontières de la connaissance et quelle contribution il apportera au domaine de recherche, c'est-à-dire qui pourra être modifié, ouvert, remis en question et comment les résultats des travaux peuvent transformer la compréhension du domaine. Elle est aussi composée du CV Track Record en 4 pages. Depuis 2024, celui-ci se veut narratif afin de mettre en avant ses atouts et son expertise en lien avec le projet scientifique. Le résumé, qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, peut être identique à celui inséré dans la partie administrative vue précédemment. Il constitue vraiment la porte d'entrée du projet, et il est important de bien le travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages dans le cadre de la partie 1, Extended Synopsis, pour convaincre les membres de panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre de manière générale. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont le regard peut être très utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles, même pour un public large. Vient ensuite le CV et Track Record sur 4 pages avec un modèle qui vous est fourni. Quelques conseils de bon sens tout d'abord. Mettez en valeur tous les éléments en votre faveur, évitez le jargon, certains membres de panel peuvent ne pas connaître le système français. Expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. Ce nouveau modèle propose 3 sections. La première section, détails personnels, doit donner un bref aperçu de la carrière du chercheur. La deuxième partie, réalisation scientifique et reconnaissance par les pairs, est aussi la plus importante. Il est attendu que le candidat choisisse 10 résultats de recherche et explique leur importance. Toute reconnaissance des pairs scientifiques a aussi sa place ici. Vient enfin une troisième partie dans laquelle le candidat est invité à donner un contexte à son parcours de carrière. C'est ici, au travers du CV et du Track Records, que vous êtes évalué en tant que PI et que vous devez démontrer que vous êtes la bonne personne pour mener à bien ce projet. Cette partie, détails personnels, doit permettre d'apporter des éléments sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. C'est le moment de montrer que vous êtes la bonne personne pour réaliser ce projet. Pour commencer, vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura pas à rechercher par lui-même. Enfin, il est opportun de mettre à jour sa page web personnelle. Les évaluateurs seront peut-être intéressés à aller la regarder. La partie Research Achievements est la plus importante de cette section. Elle doit permettre d'apporter des éléments sur votre capacité à mener des recherches en rupture, de mettre en évidence l'originalité et la créativité de vos travaux. Elle contribue aussi à démontrer que vous êtes la bonne personne à mettre en œuvre le projet. Vous devez lister une sélection de vos 10 productions, 10 résultats de recherche, publications ou autres, qui ne sont plus limités aux 10 dernières années. Chaque résultat de recherche peut être accompagné d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi ce résultat a fait avancer le domaine et en quoi il démontre la capacité du candidat à mener à bien les projets ERC. Dans la partie Peer Recognition, vous pouvez insister sur vos réalisations, vos responsabilités, vos contributions à la communauté scientifique, ainsi que la reconnaissance qu'elle fait de vos travaux. Pour chaque item, appuyez-vous sur des éléments concrets pour faire comprendre l'importance de ces reconnaissances par rapport à vous-même et au projet. La partie Additional Information a pour objectif de permettre aux évaluateurs de mieux comprendre votre parcours. Expliquez comment vous avez construit votre carrière et l'impact que
que les événements importants de la vie ont pu avoir dans votre carrière. Restez factuel sur la présentation de l'événement, puis expliquez comment celui-ci a impacté votre parcours de manière concrète. Vous êtes aussi invité à présenter les contributions en dehors de la recherche que vous avez pu apporter à la communauté, avec une brève explication de celle-ci. Ces contributions peuvent être par exemple l'enseignement, l'implication dans l'administration de la recherche, la communication grand public, l'évaluation de la recherche, la participation à des comités et autres. La partie B2 du projet, pour sa part, n'intervient qu'à la deuxième étape d'évaluation et elle ne sera donc lue que pour les projets atteignant ce stade. Sur cette page, il s'agit ici de faire une explication détaillée de la mise en œuvre du projet, incluant la méthodologie de recherche, le plan de travail, l'évaluation des risques et leurs mesures d'atténuation, la justification du budget et de ressources demandées, ainsi que tout autre élément de contexte nécessaire non inclus dans la partie 1. Une annexe doit être jointe, listant toutes les subventions de recherche en cours ainsi que toutes les demandes de financement soumises ou en attente d'approbation pour des travaux liés à la proposition. Les descriptions méthodologiques doivent aussi être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 5 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la matière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues, et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple de type diagramme de Gantt, mais uniquement si cela est pertinent et sans aucune obligation. La partie B2 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez expliquer vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez vigilante à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôtera son caractère de rupture. Ces projets peuvent apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. Et enfin, on voulait terminer par quelques statistiques. D'abord, rappelez que les budgets sont attribués par panel au prorata du budget demandé, donc les taux de succès sont plus ou moins identiques et il n'y a pas de plus de chance dans un panel plutôt qu'un autre. Le choix du panel doit être uniquement déterminé par la question scientifique du projet. Si nous faisons maintenant un focus sur l'appel Starting Round 2025, sur 3 928 propositions déposées, 3 884 ont été évaluées. 42% proviennent environ des sciences physiques et ingénierie et environ 30% en sciences de la vie et en sciences humaines et sociales. Sur ces 3 884 projets, 1112 sont passés en étape 2 et 478 ont été financés avec environ la même distribution entre les domaines que pour les soumissions, puisque comme dit précédemment, les budgets par panel sont attribués en fonction du budget demandé. Certes, l'ERC est compétitif, mais il est à noter que les taux de succès français sont supérieurs à la moyenne globale. En moyenne 17,6% sur les 3 premières années du programme contre 13,2% en ce qui concerne les starting grants. À noter également que lorsque vous atteignez l'étape 2, alors vous avez environ une chance sur 2 d'être financé. Et ceci est d'autant plus vrai que les taux de succès augmentent avec les resoumissions, comme le montrent les zones vertes foncées sur ce graphique concernant l'appel ERC Starting Grant 2025, dont la proportion est plus élevée lorsqu'un candidat dispose déjà d'une expérience de soumission à l'ERC. Pour finir, quelques liens utiles. D'abord, le site de l'ERC, sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y trouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut être par exemple utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel.
D'abord, le site de l'ERC, sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y trouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut être par exemple utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel. Tous les documents relatifs à l'appel Starting Round 2027 seront mis en ligne dès le 22 juillet sur la page dédiée de l'ERC. Sur cette même page, vous pourrez visionner des vidéos de conseils produites par l'ERC. L'autre site de référence pour un candidat est le Funding and Tender Portal. C'est là que tout se passe, de la candidature à la mise en œuvre, en passant par la contractualisation le cas échéant. Nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Avant de conclure, quelques mots sur le PCN-ERC. Le PCN-ERC, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de 5 personnes, dont une partie à temps partiel, ayant pour mission de renseigner et de former les chercheurs et accompagnants au niveau national concernant l'ERC. Nous menons des actions et développons des outils pour vous aider. Vous pouvez retrouver ici notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter, ainsi que notre site internet sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations et notre page LinkedIn. Nous organisons de nombreux webinaires pour les différents appels de l'ERC et nous avons une permanence spéciale à votre écoute qui a lieu tous les mardis de 13h30 à 14h30.